Bonjour, La Poste est peut-être un État dans l'État, c'est aussi d'abord et avant tout une entreprise. Et c'est une communauté humaine. Donc je vais vous raconter une histoire d'hommes et de femmes. Le 14 mars dernier, nous avons fêté notre 1000e chantier Kaizen avec notre directrice générale exécutive du courrier. Elle est allée sur site. Il s'agissait d'un dojo sur le maniement du smartphone du facteur, parce que vous savez peut-être ou pas d'ailleurs, que nous équipons nos facteurs de smartphones, et c'est le sens de cet équipement-là, pouvoir répondre à des besoins de nos clients en cours de tournée et être plus réactifs. Et puis elle leur a mis donc un mot sur le paperboard. Voilà, et elle a passé vraiment un super moment. Alors vous voyez le mot tilt, parce que vous comprenez qu'avec une communauté humaine comme la nôtre, on a retravaillé un peu le vocabulaire. Brièvement, l'entreprise La Poste, grosso modo, ces 4 métiers principaux, la banque, le colis, le réseau de vente et le courrier, auquel s'ajoute un ensemble de filiales pour constituer le groupe La Poste. Chacun des métiers a une dynamique interne un peu différente. Sur le réseau de vente, vous avez peut-être connu ça dans la ville où vous habitez. On a rénové considérablement le réseau des agences. On s'est occupé des clients. Voilà. On a écouté leurs besoins. Il n'empêche que le réseau de vente connaît une baisse de fréquentation et ce réseau devient un poste de coût qu'il nous faut désormais maîtriser. Et puis le courrier, c'est là où on se trouve avec la démarche Élan. Le courrier connaît une réduction drastique et on ne peut rien y faire, c'est une révolution technologique. Il nous faut travailler autrement. Notre problématique au courrier, c'est qu'on a un problème de granularité. Donc on a 170 000 personnes. Ça donne un effet d'échelle un peu différent. 80 000 facteurs, 2 000 managers, plus 6 000 en frontline, 850 établissements sur 2 500 sites. Donc à la fois une problématique de volumétrie et de dispersion, de morcellement. Ces 2 500 sites sont rassemblés en 40 territoires. Et ce sont avec les directeurs territoriaux qu'on a travaillé. Comment on a débuté notre voyage? En 2009, on est arrivé au terme d'un grand projet de modernisation industrielle. On a modernisé nos usines, on a beaucoup automatisé. Je vous disais tout à l'heure qu'on est 170 000 postiers au courrier. Aujourd'hui, il y en a environ entre 12 et 13 000 qui travaillent dans les usines. Voilà. Tous les autres sont en contact avec les clients tous les jours. Ça commence à nous interpeller. On a lancé beaucoup de démarches, démarches qualité, démarches FQM, la Poste a un certificat C2E, la direction industrielle a obtenu le R4E, on est certifié ISO 9001, on a lancé une démarche SMP, on a travaillé avec des projets pour embarquer la distribution, hein, je viens de vous le dire, 13 000 postiers dans les usines de traitement. Ça veut dire que tous les autres n'y sont pas, ne sont pas dans un environnement industriel, et c'est aussi avec eux qu'on travaille. Et puis, on avait toujours des problèmes. Le matin, quand les facteurs partaient en tournée, parfois on avait des erreurs de tri qu'on n'avait pas eu le temps de corriger. Et du coup, les clients n'étaient pas servis. Et ce qu'on a constaté, c'est que chaque fois qu'on essayait de résoudre ces problèmes, il y avait d'abord et avant tout une dimension locale. Ce n'est pas des trucs qu'on pouvait résoudre de la direction ou du siège, malgré tous les plans d'optimisation, de process qu'on pouvait construire et bâtir. Alors on s'est dit qu'il fallait bousculer les esprits. On s'est interrogé sur le fait de savoir si le Lean pouvait nous aider, et on a décidé pour ça de se faire accompagner un petit peu. Et on a commencé à aller chercher les problèmes. Alors, les faire apparaître, ça a été un vrai problème. Donc quand on allait dans un établissement et on disait au directeur d'établissement « c'est quoi ton problème ?» Il nous regardait en disant « mais ils sont fous ceux-là ». Voilà. Il fallait aller sur les chantiers, essayer de comprendre quel était le problème. Et c'est
pas seulement des mots. Vous savez, à la Poste, on jargonne beaucoup. En plus, on est tout seul à faire notre métier. On est seul à comprendre ce qu'on fait. Parfois, on se sent un peu isolé. Donc, on a plein de mots qui finissent par devenir des mots valises, avec un tas de sens différents. Et chacun y met le sens qu'il voit de là où il se trouve. Et la première chose qu'on a eu à faire, c'était de se mettre d'accord sur le sens de ce qu'on voyait et des mots qu'on utilisait. Et puis, une fois qu'on a passé cette étape, il nous a fallu quand même travailler ensemble dans un esprit de confiance. Alors ça marche plutôt bien. Les postières et les postiers ont accompagné le changement. Ça fait 30 ans qu'on se réorganise, on change de statut, on s'est métiérisé, on a développé des savoir-faire professionnels. Et les postières et les postiers, c'est les mêmes qu'il y a 30 ans. Et puis les managers se sont toujours aussi impliqués pour porter le changement. Donc on n'a pas trop de soucis avec l'implication. Ce qu'il nous a fallu aller chercher, vraiment, c'est une manière différente de travailler ensemble. Et ça, on l'a trouvé dans le Kaizen. Essayer de répéter les chantiers les uns après les autres pour montrer que, alors là, pour le coup, le collectif était un environnement sécurisant qui permettait à la compétence individuelle d'apparaître et d'éclore. Et ça, c'est un point important. Parce que dans les Kaizen, on s'est rendu compte qu'on a libéré les esprits. Voilà, on a osé. Ce qui n'était pas si évident que ça. Et puis, on a finalisé les standards au travers d'autres manières de les porter. Chez nous, les standards, c'est souvent des notes de 76 pages en moyenne. Non, je vous jure. Écrite en caractère 11, avec aucune illustration. Parfois, on a un logigramme. En tout cas, il est clair que quand on part en tournée pendant 5 heures, on n'a pas forcément le temps de lire la note de 76 pages avant de quitter l'établissement. Il nous a fallu trouver d'autres moyens de définir ce qui constituait nos gestes professionnels. Et on s'est dit, c'est quoi le geste professionnel du facteur ? Alors je vous vois venir tout de suite, vous me dites, ah ouais, le facteur Jacques Tati, ouais, sur des références un peu plus récentes d'Annie Boone. Donc on voit bien l'implication affective dans le lien social. Bon, l'expertise, elle est peut-être un peu moins visible. Pourtant, je vous promets que distribuer une lettre recommandée, c'est quand même quelque chose. D'abord, qui est le client de la lettre recommandée ? C'est celui qui l'expédie. On la remet à un destinataire. On a un corpus législatif, légal et réglementaire sur la remise de la lettre recommandée qui fait qu'on ne la donne pas à n'importe qui. La lettre adressée à madame, on ne la donne pas à monsieur. Et inversement. Vous voyez que derrière un geste qui a priori est banal, il y a quand même un savoir-faire technique qui est extrêmement important et extrêmement difficile et surtout très contextualisé. Parce que distribuer cette lettre recommandée, ce n'est pas la même chose de la distribuer dans les tours du 13e arrondissement avec des destinataires qui parfois ne parlent pas notre langue ou n'écrivent pas notre langue, ou de la distribuer dans une zone pavillonnaire ou à la campagne chez la petite mamie qui, bien sûr, n'a que ça à faire, attendre le facteur. Alors on est allé sur le terrain et ce qu'on a vu ne nous a pas enchantés. Nous avons, à la Poste et particulièrement au courrier, entamé depuis de nombreuses années déjà un grand travail autour de la prévention santé-sécurité. Et on a vu quand même des choses magnifiques. On a vu des facteurs qui triaient des colis au sol. On a vu des opérateurs qui basquettent les liasses. Alors là, on a deux impacts. On a le respect people et puis le respect customer. Le respect people, c'est parce qu'une liasse de courrier, ça pèse en moyenne 2 kilos. C'est bien dense, c'est attaché avec des élastiques autour. Sauf que ce geste-là porte le coude et le poignet au-dessus de l'épaule et ça veut dire TMS. Et puis, le respect customer, vous voyez que la personne a en face d'elle un ensemble de chariots sur un double rang. Si ça tombe à côté, on pense que, comment disait François hier, c'est du reste à faire, d'aller corriger le truc. Bon, on doute un peu du reste à faire. Sur la prise des bacs, un bac plein, c'est 6 kilos.
On change les bacs 40 à 45 fois par vacation. C'est souvent la même personne qui le fait, c'est un manutentionnaire. Vous voyez que changer un bac sur le dernier étage d'un présentoir, même chose, on a des gestes qui sont extrêmement traumatisants. Alors, on n'était pas très fiers de ça parce qu'on était quand même persuadés qu'effectivement on cochait toutes les cases en vert sur la prévention, la santé, on s'occupe des personnes, on travaille avec les partenaires sociaux. Ouais, mais dans les faits. Et puis le dernier point, c'est une des principales causes d'accidents à la poste. Ce n'est pas les accidents de la route, c'est les heurts et les chutes. Et quand on voit la photo en bas à droite, on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'on a des chariots, on n'a pas de zonage, on n'a pas d'allée de circulation. La majeure partie du temps, les structures n'étaient pas freinées, ce qui signifie que quand on les heurte, elles bougent. Et du coup, ça, derrière, c'est de l'ITT. Alors, emmener les dirigeants en Gemba. Alors, vous savez, un dirigeant, ça ne se déplace pas tout seul. Il emmène son comité de direction. Donc, au début, c'était, comment dire, un peu épique. On essayait de tenir occupé le reste du CODIR pour laisser le patron aller à la rencontre des personnes sur les chantiers. Mais quand même, ils sont venus. On avait un peu peur de ça. On a eu 780 visites de chantier par des dirigeants, directeurs territoriaux ou directeurs de zone. Et ça a plutôt bien fonctionné et ça a vraiment permis de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'un problème et c'est quoi mon problème. Et puis parfois, il nous a fallu adapter notre méthodologie. Un facteur, il prend le travail vers 5h30, 6h du matin. Il trie dans l'établissement, ensuite il fait sa tournée. Et puis, parfois, on n'a pas trouvé d'autres moments pour faire la réunion du Kaizen, des groupes de travail, qu'au retour de tournée. Donc, parfois, on leur a offert la pizza, le repas. Et on a travaillé de façon assez conviviale, parfois autour d'une assiette. Voilà. Ce qui était intéressant aussi, c'est que pour préparer les chantiers, et c'est la photo du bas au centre, il y a des cadres qui sont venus voir sur le chantier et qui préparaient le Kaizen sur le chantier, physiquement, et pas dans leur bureau. Et là, on s'est dit, on a encore franchi un pas. Le Flash 5. Je voulais faire un item de cette présentation du Flash 5 parce que on a eu 3 victoires sur ce Flash 5. D'abord, on a décollé le management du mur. Voilà. Auparavant, qu'est-ce qu'on avait ? On avait beaucoup de trucs. C'est la photo en haut à gauche. Imprimés, des tableaux Excel en police 11, tout petits, dans des tableaux sous cache plastique. Et toute personne s'approchant à moins de 50 cm d'un tableau était immédiatement soupçonnée de collusion avec la direction. La direction se parlait à elle-même sur ces tableaux, donc qui venait lire ce qui s'y trouvait, forcément. Donc on est content parce qu'on a réussi à supprimer tout ça et à passer à du manuscrit, du plus brown paper, du effaçable, voilà. Mais au moins c'est plus interactif. Et la majeure partie du temps, d'ailleurs, ce sont les facteurs eux-mêmes qui désormais écrivent sur ces tableaux. On a redonné la parole. On voit des photos de groupe. Voilà, 5 minutes de com, de brief. Et surtout, on a redonné au travers de ces 5 minutes de communication un espace-temps pour l'info remontante. On n'est plus seulement sur du top-down. On y a glissé une petite voie bottom-up qui commence à s'élargir de plus en plus, puisque aujourd'hui, on a davantage de participation. Et ça a été une vraie surprise pour nous. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller sur des visites de chantier, de voir les opérateurs se rassembler sur le chantier et dire à leur cadre, bon, dépêche-toi, on t'attend. Voilà, ça a bien fonctionné, ce qui montre aussi qu'il y avait quand même un très, très gros besoin. Et puis, la troisième victoire, ça a été de ramener ce qui se disait là-dedans à l'échelle du facteur. Ma tournée, ma vacation, la journée.
Les facteurs, ils entendent bien, hein, de temps en temps on leur porte le discours stratégique, on fait des réunions spécifiques là-dessus, on fait venir le patron, on paie le petit déjeuner, café, brioche. Il y a 12 slides, donc les facteurs sentent que ça devient important. Ils mettent des piles de bac au milieu entre les casiers et puis ils écoutent, parce qu'ils écoutent. Mais en même temps, ce n'est pas la même communication qu'on a sur le Flash 5. On est plus sur du partage, on est plus sur du local, on est plus sur ce qui se passe sur le chantier d'à côté, que parfois on n'a pas vu. Et puis on a les idées d'amélioration qui commencent à remonter, les problèmes qui commencent à apparaître. Et ça, c'est la troisième victoire qu'on a pu avoir. Au travers des dojos, on a beaucoup travaillé sur les relations de travail. C'est l'aspect individuel qui compte. La relation individuelle, apprendre dans une relation individuelle a considérablement modifié les relations. Ça a défini et installé une confiance phénoménale. On a appris plein de choses qu'on n'aurait pas appris dans le groupe. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que certains de nos agents avaient des aptitudes réduites depuis plusieurs années et puis qu'ils les cachaient pour ne pas afficher une faiblesse devant leurs collègues. Alors pour nous, c'est important de le savoir parce que du coup, ça peut impliquer effectivement qu'on les positionne sur un autre poste. On a vraiment appris plein de choses. Et puis, et là, c'était un vrai domaine de création. Les encadrants se sont mobilisés, on leur a dit, un dojo, c'est pas la note de 76 pages que tu vas faire lire au mec et que tu vas lui dire, tu signes après. Il faut un exercice d'apprentissage, un truc un peu ludique. On n'y passe pas plus d'un quart d'heure, enfin un petit brief, on fait l'affaire et puis on débrief et puis de toute façon il reviendra 15 jours plus tard et puis encore 15 jours plus tard et puis on n'est pas dans quelque chose de culpabilisant, on est dans un apprentissage, une routine et la répétition qui va imprimer le geste professionnel. Alors ça a bien marché. On s'est rendu compte que nos encadrants étaient bourrés d'idées. Donc on a eu des choses magnifiques qui s'appuient bien évidemment souvent sur la reconstitution du poste de travail. Mais voilà, ça a bien fonctionné. Et franchement, ça a vraiment montré aux opérateurs, aux facteurs, qu'on faisait un effort pour porter vers eux quelque chose, et ils l'ont tous ressenti comme ça, et du coup ils étaient plus attentifs. Et puis parfois on est une entreprise de main-d'œuvre, hein, donc effectivement on a des partenaires sociaux qui sont très présents, et dans une prise de parole de un vers plusieurs, on rencontre parfois de l'opposition. En individuel, c'est pas le cas. Voilà, ça a considérablement changé la façon d'apprendre. Et ça, on se rend compte que partout où on a eu un dojo, les relations de travail sont très différentes. Voilà. À mon goût, on n'en a pas eu assez. On en a fait 200 à peu près. Mais je pense que ça fonctionne bien. Et puis alors, les patrons ont joué le jeu. Voilà. Donc ici, c'est un patron pas très loin d'ici. Voilà, qui se fait briefer par un encadrant. Et puis la personne qu'on voit de dos, là, avec le crâne un peu dégarni, c'est un directeur exécutif qui est en train d'exécuter le dojo. Voilà, donc ça aussi, ça donne de l'exemple de la considération, de la confiance. Le respect, est-ce qu'on en a donné? Parce que finalement, on avait des plans santé, sécurité, et puis on se rendait compte que nos agents, souvenez-vous, c'est les premières photos. Quand on allait sur le Gemba, on voyait des trucs pas terribles. Voilà, ça nous a permis au moins d'en prendre conscience et puis d'essayer de traiter ensemble ces sujets. Donc on a fait du zonage, on a libéré les sorties de secours, les accès aux extincteurs, on a mis des tableaux d'avance-retard. Ça permet aussi aux agents, en termes de management visuel, de connaître le score du match pendant qu'ils sont en train de le jouer, pas après. Voilà, c'est quand on peut encore redresser la barre que c'est intéressant. Voilà, on a créé des meubles en tube en bord de ligne pour éviter d'avoir des manipulations traumatisantes. J'ai mis aussi dans le respect les standards, parce que pour nous, ça a été un vrai révélateur. On a construit des standards avec des photos, en donnant un sens, et en disant faites attention à ça, parce que c'est peut-être le point un peu touchy du truc.
Et ça marche bien. Et on a des standards aujourd'hui qui sont pas tous écrits de cette manière-là, mais ça commence à avancer. Alors des résultats, on en a eu. Hein. Voilà, donc on a fait moins d'erreurs de tri sur les colis, on a diminué les réclamations. Il y a une équipe qui s'est mis un challenge de vente et voilà, donc ils ont vendu. Tout ça peut-être aussi parce que tout simplement ils écoutaient davantage le client. Et puis on a travaillé aussi sur l'accidentologie, puisque effectivement chez nous, accidents, sécurité, c'était un thème et notre sensei nous le disait suffisamment qu'on ne traitait pas forcément de la bonne manière. Qu'est-ce qu'on a appris ? On a appris que tout est possible. Les facteurs, et je pense que dans une entreprise de service, ce point-là est extrêmement important. Les facteurs rencontrent les clients tous les jours. Je le disais tout à l'heure, derrière chacune des portes, il y a un facteur. Ouais. Ils rencontrent tous les jours tous les clients de manière répétée. C'est un avantage considérable par rapport à un tas d'autres entreprises dans lesquelles les opérateurs n'ont pas de contact avec le client. Chez nous, ce n'est pas le cas. Les obstacles sont plutôt chez les managers. Beaucoup disaient ouais, mais le groupe de travail, machin, ça va être l'anarchie. Le truc, c'est que au début, quand on avance, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on a laissés de côté et que, voilà, qui sont là aussi de belles pépites. Et ça aussi, ça nous interpelle. Donc en 2 ans, on a fait 1000 chantiers, 780 visites Gemba, 200 dojos. Donc on peut se dire, ah ouais, c'est pas mal, ouais, mais on n'a touché que 10% des cadres. Donc on en est vraiment au tout début. Je voudrais terminer ma présentation avec 2 citations. Donc un cadre qui m'avait dit ce que je viens d'évoquer. J'avais peur, je pensais que ça allait m'enlever du pouvoir. Et je me rends compte qu'en fait, dans les groupes de travail ou sur le chantier, il n'y a pas de doute, c'est quand même bien moi le patron. Et mettre en œuvre cette démarche, c'est plus mobilisant, mais en même temps, c'est vachement plus passionnant. Et aujourd'hui, quand je me lève tous les matins, j'ai envie de venir au boulot. Et puis, l'autre parole que je voulais évoquer avec vous, c'est celle du facteur qu'on a vu sur la première diapositive qui regardait notre directrice générale exécutive en train de faire le dojo. Ce gars-là, qui s'appelle Gérard, est à 2 ans de la retraite. Et il m'a dit, mon boulot, je pensais bien le connaître. Ah, il me l'a fait avec la chanchtie, je ne vais pas vous le faire comme ça, mais mon boulot, je pensais bien le connaître. Mes clients m'apprécient, mes chefs me respectent. Je me disais, c'est bon, maintenant, tout roule. Et il me dit, on m'a mis entre les mains un smartphone et je me suis vue dans la déroute. On a fait le dojo, j'ai compris plein de choses, notamment que je pouvais réussir. Et surtout, ça me permet de me réinterroger sur ce que je pensais savoir. Et je me rends compte que ça me donne un autre regard sur mon boulot. Il m'a dit, à 2 ans de la retraite, je ne pensais pas que ça m'arriverait. Voilà. Ça, c'est une super parole. Et je voulais la partager avec vous.